On est aujourd'hui en mars 2025 et il y a un tout petit peu moins de 5 ans, on voit ici la date d'ouverture du compte, c'était le 25 mars 2020. J'ouvrais mon PEA, mon premier compte pour investissement boursier. Et donc on est bientôt à 5 ans. 5 ans, c'est une date évidemment un petit peu particulière puisqu'en plus d'être un chiffre rond, c'est la date à partir de laquelle j'aurai l'option de bénéficier de l'avantage fiscal du PEA. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à partir du 25 mars 2025, je pourrais choisir de faire des retraits partiels de la part de mon portefeuille, de manière à récupérer une partie de mon capital si je le souhaite, tout en évitant l'impôt sur le revenu et en ne payant que les prélèvements obligatoires qui sont de 17% sur les plus-values. Alors, est-ce que c'est quelque chose que je prévois de faire? Non, pas du tout. C'est absolument pas quelque chose qu'il est intéressant de faire en phase de capitalisation. Je retirerai mon argent tout simplement quand j'en aurai besoin. Et aujourd'hui, vous pouvez le voir ici, j'ai déjà pas mal de liquidités sur des livrets. Donc, ça n'est absolument pas à l'ordre du jour aujourd'hui. On va en profiter, n'empêche, pour faire un petit point. Aujourd'hui, début mars, on est sur une valeur du portefeuille à 206 000 euros. Donc, pour rappel, on est sur un cumul des versements à 150 000, qui est le plafond. Et à partir de maintenant, concrètement, je ne touche plus à mon portefeuille et les évolutions de valorisation de ce dernier sont uniquement dues au mouvement boursier des différents ETF que je possède. Alors pour 2025, on est globalement sur une plutôt mauvaise année, ça avait commencé plutôt très bien, mais là mars est un très mauvais mois, on a fait moins 4% en quelques jours, donc on se retrouve avec une performance de l'année qui est négative. Le CAC 40 qui tient par contre à plus de 10%, puisque c'est principalement les grosses tech américaines qui ont tank assez violemment dans les périodes d'incertitude politique que l'on connaît actuellement, et il y a pas mal de valeurs défensives dans le CAC 40, type luxe, type armement, qui s'en sont très bien sorties, je pense à Dassault notamment. Si on regarde un petit peu les positions, il y a quelque chose d'assez rigolo que j'ai remarqué, c'est que ici c'était la ligne des petites entreprises au niveau européen. C'était la ligne qui était en rouge depuis des années, et qui est passée tout juste dans le vert en cumul à 0,17%. Donc ça reste bien évidemment une performance absolument désastreuse, mais ça fait du vert, c'est plus joli que du rouge. Et donc on est officiellement avec uniquement des lignes en vert, puisque la ligne en rouge qui était celle de Orpea a été liquidée il y a maintenant un petit bout de temps automatiquement, donc on a uniquement du vert sur notre portefeuille. Mais effectivement, une sous-performance en ce début d'année de l'Amérique, et notamment des techs américaines, donc qui tankent sur le Nasdaq et sur l'ETF qui est ici un ETF à effet de levier. Donc lorsque le S&P 500 perd 4% en une journée, cet ETF perd 8% concrètement. Ce qu'on peut remarquer aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la performance au long terme. Je regarde, du coup, on peut regarder sur 5 ans, puisque là, on a effectivement toute la durée. Ce qu'on voit en termes de performance, c'est qu'on a eu un rebond post-Covid très très performant très rapidement. Ensuite, on a eu plutôt 1-2 années un petit peu compliquées, avec le début de la guerre en Ukraine, avec l'inflation qui a été très violente. Ensuite, on a eu de nouveau un bull market assez important sur les 2 dernières années qui viennent de s'écouler. Et là, tout récemment, les quelques derniers jours, on voit un tout petit pic vers le bas. Alors, difficile de dire, encore une fois, hein, si ce pic vers le bas va ressembler à ce pic vers le bas qui n'a rien apporté, à ce pic vers le bas, ou si ça va être vraiment une baisse durable dans le temps. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je veux revenir, qui est toujours très important. On vit aujourd'hui dans une période d'incertitude géopolitique mondiale extrêmement importante. Et donc, effectivement, on voit beaucoup d'investisseurs qui se posent beaucoup de questions quant à l'allocation de leurs actifs, notamment l'allocation de leurs actifs aux États-Unis, puisque effectivement, la plupart des portefeuilles individuels aujourd'hui comportent une part disproportionnée, enfin, j'ai envie de dire même, non, pas disproportionnée, proportionnée techniquement du marché américain, puisque le marché américain a historiquement dominé. Et donc, il se pose la question, est-ce que c'est pertinent de garder ces actifs-là? Alors, dans cette question, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il peut y avoir un facteur idéologique, un facteur patriote, un facteur éthique qui vise à dire qu'on ne veut pas d'une certaine manière financer. Alors le débat est ouvert, est-ce qu'acheter des actions sur le marché secondaire de Tesla finance Tesla? Oui, dans une certaine mesure, alors à une échelle évidemment très faible, mais néanmoins ça reste positif. Donc si on veut éviter ça, effectivement, il y a un sens à s'extraire du marché américain pour s'exposer potentiellement au marché européen ou au marché français. Néanmoins, dans une logique de performance, si on essaye effectivement de s'organiser en se disant que il va y avoir, notamment avec les tarifs douaniers, potentiellement une répercussion négative qu'on pourrait anticiper sur l'économie américaine et sur la consommation qui pourrait être négative,
Là, je m'avancerai pas du tout parce que c'est un pari qui est très difficile à faire. C'est un pari qui, encore une fois, a déjà été pris en compte dans les prix actuels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous vendez vos actions américaines qui ont perdu 4-5% en quelques jours, bah effectivement, vous vendez moins cher que ce que vous auriez vendu. Et inversement, ce que vous allez acheter en France, si vous vous dites, bon bah demain, il y aura de l'armement en France, il va y avoir des budgets colossaux pour les entreprises qui sont dans l'armement. Alors ces entreprises vont bien performer. Bon, bah, vous allez faire quoi? Vous allez acheter du Dassault, sauf que Dassault a déjà fait plus 50% en quelques semaines après les annonces et les actualités qui se sont produites. Donc concrètement, quelles que soient les décisions que vous fassiez en termes d'achat ou de vente, il faut bien comprendre que vous serez derrière le train, vous serez toujours en retard, et donc vous serez toujours à vendre au pire moment et à acheter au pire moment si vous vous fiez aux actualités pour acheter et pour vendre. Donc voilà, de manière générale, se fier aux actualités court terme pour prendre des décisions d'investissement n'est clairement pas un choix pertinent. Après, si vous êtes persuadé que sur un horizon de long terme, c'est-à-dire un horizon de 15-20 ans, il y aura effectivement un investissement massif de l'Europe dans certains secteurs, dans ce cas-là, ça a du sens effectivement de s'y surexposer. Je ne pense pas que les événements actuels suffisent à justifier de ce type de prise de risque. Mais ça, c'est une position qui est purement personnelle, et vous pouvez avoir une analyse de la situation qui est drastiquement différente et qui justifierait potentiellement une surexposition à certains secteurs et à certaines zones géographiques. De manière générale, comme dans toutes les périodes d'incertitude, que ce soit une période d'incertitude liée à la guerre, liée à la géopolitique, liée à une situation épidémique comme on a connu pendant le Covid-19, il y a toujours cette petite phrase qui est assez intéressante, c'est que toutes les personnes qui vont vous alerter sur le prochain crash à venir vont vous dire cette fois c'est différent. Et vous avez, nous tous, collectivement, cette impression, dès lors qu'il y a une crise, on se dit cette fois c'est différent. Et c'est précisément parce que c'est différent que c'est une crise. C'est précisément parce que c'est différent que ça génère une forme d'incertitude qui fait qu'on ne sait pas où est-ce qu'on doit se positionner, qu'on ne sait pas ce à quoi va ressembler le monde demain. Et donc c'est précisément parce que cette fois est différente que on peut avoir cette peur de l'avenir. Néanmoins, il faut bien comprendre que toutes les fois, toutes les crises passées, historiquement, eh bien, dans le présent, pour les contemporains de cette époque-là, eh bien, ils se disaient précisément ça. Ils se disaient cette fois c'est différent. Donc, le fait que ce soit différent, il ne s'agit pas de le nier, mais il s'agit de comprendre que ce n'est pas parce que cette fois c'est différent que les résultats seront différents. Et les résultats, pour le coup, d'un point de vue historique et empirique, ils sont relativement clairs. Les performances boursières globales dominent et effacent à peu près toutes les crises, de quelque ordre que ce soit. Donc, d'un point de vue investissement, le fait que la situation géopolitique soit extrêmement tendue et que potentiellement la guerre puisse revenir sur le continent européen ne change en rien les perspectives de rendement pour les investissements globaux. Voire, on pourrait argumenter qu'en quelque sorte, la guerre peut aussi être un catalyseur positif pour les investissements, puisqu'effectivement, les États vont beaucoup plus facilement aller faire tourner la planche à billets pour faire fonctionner leurs industries, pour faire fonctionner les industries notamment de l'armement, pour nourrir leur population, pour participer à l'effort de guerre, et finalement être beaucoup moins consciencieux sur les notions de dépenses. Et concrètement, les dépenses des États, eh bien, ça n'est rien de moins que les revenus des entreprises privées qui vont répondre aux commandes de l'État. Et ça, effectivement, c'est potentiellement quelque chose qui va générer du business, qui va générer du profit, parce que quand l'État va avoir besoin de X 1000 chars ou de X 1000 avions ou de X 1000 logiciels permettant de faire la guerre, eh bien, ils vont pas forcément pinailler sur 1 ou 2% de prix. Ils vont peut-être placer en priorité un focus sur potentiellement d'où vient ces équipements. On parle aujourd'hui de réarmement avec un focus sur les entreprises qui produisent en Europe, même si elles sont moins compétitives, ou on pourrait aussi avoir un focus sur une forme de qualité, peu importe si c'est plus cher, peu importe si ça coûte plus cher et si l'État doit s'endetter pour ça. Donc tout ça pour dire que le climat incertain qui est le nôtre aujourd'hui ne présage en rien d'une sous-performance des actions boursières à moyen et à long terme. Ça ne veut pas dire qu'elles vont augmenter, mais ça veut dire que prendre des décisions basées sur ces actualités serait probablement une erreur. L'avenir nous le dira bien évidemment et on continuera de suivre ça ensemble. Je serais très intéressé de savoir si certains d'entre vous ont des portefeuilles boursiers, s'ils s'adaptent finalement à ces actualités, s'ils se retirent des États-Unis, s'ils investissent plus en Europe, s'ils investissent plus notamment dans la défense. Ça m'intéresse de voir un petit peu quelle est votre approche vis-à-vis de ça. Mais pour moi, il n'est absolument pas question de modifier mon allocation en fonction de ces critères-là.
Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.